Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On va rajouter une partie 3 au brief annuel parce qu'il me semble quand même que c'est une partie qui doit être traitée pour que vous puissiez naviguer en tout cas le plus correctement possible ces marchés à venir, donc 2023 avec un horizon qui peut dépasser un peu sur 2024. Bien entendu ici on ne fait pas de prévision qui s'arrête au 31 décembre, ce serait bien stupide. Donc ceci dit, allons-y. Partie 3, quels sont les marchés à éviter? C'est plus ce qui me semble qu'on a vu dans la partie 1, qui était plus basée sur le contexte géopolitico-macroéconomique et les différents modèles que j'utilise pour situer l'environnement dans lequel on a le plus de chances de se trouver. Et là encore, le but n'est pas de faire de la boule de cristal et de dire ça va se passer comme ci, comme ça, mais je pense que ça se passera plus comme ça que l'inverse pour telle et telle raison, basée sur des modèles qui ne sont pas évidemment produits par la même personne et qui ne sont pas tous les miens. Donc il y a certains de ces modèles que j'ai créés par l'expérience, il y a certains d'autres modèles qui viennent d'autres personnes et il y a d'autres modèles qui sont communément utilisés par les différentes sphères d'investisseurs et autres gérants de risque. Voilà, bon, ça c'était la partie 1. On a fait une partie 2 derrière, les stratégies que je vais essayer d'exploiter en lien avec ce contexte qu'on a mis en place. Okay, concrètement, dans le graphique, qu'est-ce que ça pourrait donner d'un point de vue graphique et où est-ce qu'on dit clairement que ça ne va plus du tout dans le bon sens. De l'autre côté, il me semble pas mal donc de faire cette partie 3, c'est-à-dire concrètement, il y a des marchés qui, déjà dans le contexte politique, enfin géopolitique et tout ça, seraient plutôt à éviter, mais surtout aussi en termes de contexte technique, c'est-à-dire où est-ce que ça va être vraiment le bordel? Et très compliqué à entrevoir, en tout cas sur l'horizon qu'on a dit, 2023, début 2024, pour justement essayer d'éviter de s'exposer considérablement à ces marchés. Ça ne veut pas dire oubliez-les, ne les tradez pas, ça veut juste dire attention. Tout comme on l'a vu dans les contextes, pour ma part, il y a des marchés que je vais surpondérer, notamment les métaux précieux, mais il y a des marchés que je vais considérablement sous-pondérer. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que je ne vais pas trader, mais si je les traderai avec une moindre exposition. Et il me semble donc que c'est important de comprendre ça, parce que tous les gérants font ça. On a des secteurs qu'on va surpondérer, d'autres qu'on va sous-pondérer, et parler que des surpondérations, pour moi, ce serait voir que 50% de l'équation. Donc allons-y, qu'est-ce qui, à mon avis, doit être sous-pondéré dans l'année 2023 en termes de taille de position si on y a une exposition? On va dans le vif du sujet parce que je l'ai déjà dit, à mon avis, les forex, c'est-à-dire les devises, c'est vraiment, vraiment, à mon avis, un truc à éviter en 2023, et particulièrement une devise, ça va être le yen. Alors, je vais y aller pas par quatre chemins, parce que l'USD-yen fait partie, pour ma part, des gros ratés de 2022. Je me la suis mangé en plein dans la gueule, et j'ai pris des stop-loss one-shot, et ça m'arrive pas souvent de les prendre one-shot sur du forex, mais là, ça a été la vilaine chasse aux sorcières, et j'ai tout fait pour essayer de m'en sortir, ça a été impossible, donc bref, ça a été un bon gros stop loss de 3,5 sur l'USD yen, c'est-à-dire normalement la perte max pour moi c'est 2, mais là j'ai essayé de tricoter pour m'en sortir et je me suis mangé le double dans la gueule, donc bref, c'est pas cool, mais quand ça arrive, ça veut franchement dire que je me suis planté sur quelque chose. Donc pour ma part, je prends la leçon de 2022 et je me dis, du coup l'USD yen, qu'est-ce qui m'a fait? Bon, je regarde avec un petit peu plus de logique, c'est-à-dire moi pour ma part c'était des gestions hebdomadaires, hein, donc c'est vraiment sur ces zones-là où j'étais vendeur. Sur ces zones-là j'ai essayé de rattraper sur les bornes mensuelles, hein, c'est celle-là, et ça s'est soldé par, au final les deux se font dégommer, je prends mes stop-loss, tant pis, je ne peux pas prendre plus de pertes que ça. Il y a d'autres chats à fouetter, on ne va pas gâcher tout son capital et son énergie sur un truc. Bref, donc l'USD-yen, ça a été, tant pis, ça marche pas. Il y avait deux zones à traiter pour moi, celle-là, les deux ont été enfoncées en ligne droite, et à ce stade-là, c'est de dire, je ne sais pas où tu vas, mais en tout cas, je ne suis pas dans le bon train, donc on reprend, on prend ses pertes, et on remet son cerveau en place. Donc déjà, le premier truc que ça me dit, c'est qu'il y a une anomalie sur les gestions, c'est le raté de 2022, donc je me dis 2023, soit ça va revenir entre guillemets à la normale, soit ça va continuer encore plus loin dans le sens inverse de celui qui pour moi est celui de la gestion à faible risque. Donc à partir de là, soit tu persistes dans l'erreur, ce qui me semble être une énorme connerie, enfin en tout cas d'expérience, vaut mieux éviter ce genre de truc, soit c'est que justement le marché va devoir tempérer ses attentes et revenir tranquillement à la normale. C'est-à-dire, il va falloir digérer
toutes les sorties de position des gens qui, probablement comme moi, étaient à la vente sur ce truc-là. Donc, pour ma part, il s'agit de comprendre qu'en termes d'offres et demandes, il y a une forme d'équilibre qui va devoir se retrouver, et particulièrement sur l'USD-Yen. Mais ce qu'on va voir, c'est que c'est pas nécessairement que le Yen qui est dans la merde cette année. Mais on commence par celui-là parce que c'est pour moi la leçon de 2022. C'est là où je me suis planté. Voilà. Pour moi, 2022, c'est là où j'ai pris le stop loss one shot. Et en plus, comme je vous dis, même en essayant de tricoter pour m'en sortir, je me suis pété un deuxième stop loss derrière. C'est-à-dire, je me suis fait baiser sur 2 time frames. J'ai essayé de ne pas invalider l'hebdomadaire. Alors, j'ai réduit les positions, hein, bien sûr. Et j'ai essayé de reprendre des trades mensuels. Et les deux ont pété au total. Voilà, pratiquement 3-4% de perte. Donc, c'est pas cool, mais c'est comme ça. Bon, ça arrive, hein, voilà. Donc le principe, comme je vous dis, c'est de comprendre que maintenant, pour moi, la plus grande probabilité sur l'USD-Yen, c'est du bruit. C'est de dire que je pense toujours quand même qu'on est baissier, puisque c'est ce que me dit quand même la gestion mensuelle. Mais en attendant, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est qu'on a quand même bien explosé les bandes de Bollinger, etc. Donc le délire, c'est j'ai un contexte qui, pour ma part, devait rejeter ici, en mensuel, hein. Ça devait déjà pour moi rejeter ici en hebdomadaire, mais ça ne rejette pas. Ça devait rejeter ici en mensuel, ça ne rejette pas. Et on va quand même significativement au-dessus. Hein. Je parle là, pas d'un petit mouvement, c'est de dire on en voit 15% de plus. Hein. Voilà, il faut quand même être rationnel. Moi, quand je trade sur les forex, je trade avec de l'effet de levier. Hein. Donc, il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on peut aller to the moon et prendre des pertes à la con. Hein. Voilà. Donc, ici, clairement, pour ma part, c'est de dire, stop, c'est plus dans la gestion du risque, je prends mes pertes et on passe à autre chose. Donc, cette année, ça va être de dire, tant qu'on trade au-dessus de cette zone, qui pour ma part va probablement être support, dans le sens où, comme je vous dis, ça aurait dû être résistant ici. Le fait que cette zone ait été transpercée fait que pour l'instant, on a du mal à entrevoir sa polarité. Vous voyez bien, de toute façon, le canal, il est là. Donc, ce canal, c'est de dire, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus, il y a quand même pas mal de chances que tous ceux qui se sont fait piéger soient forcés de se racheter. D'accord ? Et dans ce cas-là, ça soutient le marché un peu n'importe comment. J'essaie de vous expliquer basiquement pourquoi le marché risque de rester là sur l'USD-Yen. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont été surpris et beaucoup qui ne sont pas nécessairement sortis avec un stop-loss. Hein. Tout simplement, juste, ils vont sortir leur position petit à petit avec le niveau en polarité. C'est-à-dire, nous, on le tradait en résistance. S'il se trouve que c'est un support, on va devoir revendre, racheter nos positions vendeuses. Je complique peut-être un peu la tâche, mais j'essaie au moins de vous expliquer en vulgarisant la base. D'accord ? Donc pour ma part, cet ancien contexte qui a été complètement pété risque aujourd'hui d'agir en tant que support pendant, à mon avis, quand même quelques boîtes de contexte. Ici, le problème, je vous rappelle, c'est qu'en mensuel, les boîtes de contexte, c'est 1 an. Donc là, moi déjà, pendant 1 an, je ne sais pas trop, et c'est pour ça que je vous dis, le yen, et particulièrement l'USD-Yen, me pose un peu problème cette année, parce que je ne sais pas. Concrètement, ce qui s'est passé l'année dernière, ce n'était pas très courant et commode. Et dans ce cas-là, selon ce qui se passera cette année, soit éventuellement l'année prochaine, ou peut-être même 2025, je reprendrai des stratégies vendeuses sur cette paire-là, mais pour l'instant, c'est plus de dire, ayant été baisé en 2022, revenir dessus en mode « allez, vengeance en 2023 », ça me paraît quand même compliqué. Ça ne veut pas dire que ça ne baissera pas en 2023, ça peut même très clairement être le cas, c'est-à-dire le gros rejet en 2023, Dieu sait que les marchés peuvent être capricieux, et puis comme je vous le dis, ça s'est déjà produit. Donc, il faut faire attention, cet USD-Yen peut être très capricieux, mais attention à ne pas avoir d'effet autoréalisateur. Du genre, ouais, mais regarde, ça s'est quand même produit plein de fois, donc vas-y quand même, reprends tes stratégies vendeuses. Non, pour ma part, ça va être de dire, je ne sais pas, donc j'attends de voir ce que ça va donner en 2023, quitte à reprendre des stratégies vendeuses en 2024 sur des niveaux moins élevés. Mais le risque pour moi sur l'USD-Yen, il est très élevé et il y a des trucs qui me chiffonnent quand même quant à ce truc-là. Le deuxième élément technique qui me permet de vous dire que c'est à mon avis un marché à éviter en 2023, c'est qu'on a cassé donc, on a fait des targets de break. Vous savez ce que ça fait normalement ces targets de break dans des environnements de range, je vous rappelle la moyenne est à l'intérieur des contextes, donc c'était du range. Dans un environnement de range, normalement, ces targets de break, elles fabriquent les bornes de range. D'accord ? C'est-à-dire que c'est quand le marché tente d'accélérer qu'il se plante. Vous voyez, hop, ça tente d'accélérer, la target de break, hop, vous trouvez le sommet derrière. Ça ne veut pas dire dès qu'on tente d'accélérer, ça veut dire normalement on aura beaucoup de mal à déborder ces targets. Bon, il se trouve que là on est au-dessus de la target. En tout cas, on essaie d'osciller autour. Donc comme on l'a dit, là encore, il y a 2 opportunités techniques par rapport à ça. Et ça se justifie graphiquement. Soit, franchement, j'ai tort et on finira l'année là-haut, et là, clairement, celui qui vend ici va se faire redégommer, mais total. Et option numéro 2,
ceci c'est bien une borne de range comme je le pensais avant, et ceci n'est qu'un excès volatile, on va le normaliser, et après on ira. N'oubliez pas donc que les breakouts ont une durée. Ça veut dire que pour moi, jusqu'à pratiquement la fin de l'année 2025, d'accord, puisqu'on voit là, c'est le début de l'année 2025, donc pratiquement pendant 2 ans, il va y avoir une incertitude assez forte autour de l'USD-Yen. Qui dit incertitude assez forte, dit comme encore on l'a dit au-davant, ça ne veut pas dire pas trader, ça veut dire que si vous tradez ce truc-là, à mon avis, il vaut mieux le trader avec beaucoup de pincettes. Voilà un peu donc par rapport à l'USD-Yen. Premier marché à mon avis à éviter. L'euro-dollar. Comme on l'a dit, ici c'est assez compliqué, on l'a vu hier dans les briefs, c'était de dire, enfin on l'a vu hier dans les exercices, pardon, il y a quelque chose qui me gêne particulièrement sur l'euro-dollar, c'est que donc on est plutôt sur un horizon trimestriel ici, les indicateurs ne peuvent pas le faire, donc essayez encore une fois d'avoir le réflexe de tracer vos contextes manuellement. Ça vous permet quand même déjà d'une de savoir comment les indicateurs fonctionnent et aussi de vous rappeler que si vous n'avez pas les indicateurs, vous pouvez tout à fait appliquer ma stratégie. Donc comme les prix baissent, d'accord, ce qu'on fait c'est qu'on prend donc les 2 derniers sommets et on trace un canal avec le creux entre les 2 sommets. Ok ? Si on est à l'intérieur de ce canal, c'est qu'on a donc un comportement relativement tendanciel. Ok ? En tout cas, il y a une direction dans le marché. Si on est hors de ces canaux, on applique donc la stratégie opposée, c'est-à-dire, à défaut, quand on vient de casser un canal, on applique donc une pitchfork. Okay, donc là, le principe, ça va être tout bêtement de dire, maintenant, mon contexte résistant, c'est plus le haut du canal, c'est le haut de la pitchfork. Ok ? Donc, je laisse le marché baisser, je mets à jour, parce que plus ça baisse, plus... et il y a bien un moment donné où le contexte résistant va être frappé, et c'est là-haut qu'il faudra trader. Okay, c'est pour ça que je vous parle quand même depuis un bon moment de dire l'euro-dollar, à mon avis, avant d'être bear, il faudra repasser par un 30. Voilà. Donc, ça, c'est le mécanisme. C'est donc de dire, là où on est actuellement, c'est très compliqué. Et surtout, quand on regarde la dernière clôture trimestrielle, celle qui nous a terminé 2022, c'est là où c'est compliqué. Parce qu'en fait, 2022, c'est une enfilade à la baisse, un peu comme l'USD-Yen. Donc, on voit déjà, ça commence à résonner. Entre euro-dollar et USD-Yen, il y a une saloperie au milieu, c'est le dollar. Mais on verra que le problème n'est pas que dollar. Il est pour moi très yen et un peu dollar. Sur l'euro-dollar, donc on l'a vu, c'est moins fou furieux que ce qu'on a vu sur l'USD-Yen. On voit ici, on vient chercher les mêmes bornes de volatilité en mensuel. Et du coup, ici, hop, qu'est-ce qu'on a ? Là où l'USD-Yen nous a fait une enfilade de l'espace, sur l'euro-dollar, ça tente et boum, derrière, on remange une grosse bougie haussière, la même target de break que ce qu'on a vu sur l'USD-Yen, sauf qu'ici, elle est déjà vue par l'algo comme étant de toute façon une borne de range. Donc, sur l'euro-doll, l'indicateur qui dit ce que j'aime, c'est que moi, j'ai ma vision du marché, j'ai quand même 10 ans d'expérience, donc au bout d'un moment, on a quand même un 6e sens de trader. Mais jamais de ma vie, je m'imaginerais le faire sans vérifier toutes mes hypothèses par des biais techniques, c'est-à-dire un truc qui n'en a rien à foutre de savoir ce que je pense, il fait son job. Vous voyez, quand je vous dis, je pense clairement que pour moi, l'euro-dollar, on a fait un peu de la merde l'année dernière et que je suis beaucoup plus haussier euro-dollar que je ne suis baissier USD-Yen, c'est parce que j'ai des éléments graphiques clôturés qui me l'indiquent. Ici, l'algo, lui aussi, il dit, ouais, là, de toute façon, c'est une borne de range, Coco. Il y a peu de chances qu'on aille beaucoup plus bas. En tout cas, on peut travailler cette zone pendant, là aussi, pratiquement pas mal d'années, mais en attendant, c'est pas maintenant que se situe le problème sur l'euro-dollar. Alors que sur l'USD-Yen, à mon avis, c'est plus compliqué. Ok ? Très important de comprendre ce truc-là. L'élément ici, c'est de dire, comme on est sorti du canal, comme vous le voyez, la dernière bougie, elle nous ramène sous le canal. Donc, il y a bien 2 choses à dire. Soit là aussi, c'est une petite anomalie du dollar. Un peu trop de resserrement monétaire de la Fed, égale tout le monde se chauffe un peu trop sur le dollar, et au final, c'était peut-être pas très rationnel. Dans ce cas-là, si on réintègre le canal, est-ce qu'on peut réellement, légitimement parler de cassure ? On aura eu une bougie qui clôture dessous, une deuxième qui l'invalide. Donc pour moi, si la clôture de ce premier trimestre, d'accord, donc au 31 mars, elle se trouve être en réintégration dans le canal, je vais commencer à me poser des questions et à me dire effectivement, peut-être que ça c'était juste un mouvement un peu exacerbé sur l'euro-doll et on n'a pas du tout cassé le canal. Dans ce cas-là, le risque, c'est de retourner chercher le haut du canal. Alors attention, le canal devra être mis à jour. Mais vous voyez que ce n'est pas grand-chose de différent. Ça veut dire, dans ce cas-là, la target sur l'euro-dollar, c'est 1,73, pas 1,30. Donc, pour ma part, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'euro-dollar, en tout cas sur les premières parties de cette année, parce qu'il y a 2 plans. Soit, effectivement, maintenant qu'on a fait le rebond, on rechute et on reste ici pendant plusieurs années,
D'accord? C'est un peu l'incertitude. Avant, comme on l'a dit, de remonter de toute façon chercher un 30, puisque le marché ici ne pourra pas construire de stratégie baissière hors d'un contexte vendeur. Donc, il faut au moins remonter chercher cette pitchfork. Mais dans ce cas-là, on reste sous le canal, on confirme bien la sortie baissière, on restitue ici, on trade. Attention, on peut baisser encore un peu, hein, mais on est quand même relativement limité, avant de toute façon qu'il y ait un rebond pour venir chercher la résistance. Où là, évidemment, je mettrai en place des stratégies vendeuses. OK ? Donc je ne sais pas. Et il s'agit donc de dire, quand on est sur la zone où s'échangent deux scénarios, un haussier, un baissier, c'est stupide d'avoir un biais directionnel. Donc à mon avis, c'est l'euro-dollar tranquille sur ce début d'année, il ne faut pas trop essayer de le brusquer, il envoie des messages très contradictoires sur une zone très polarisante. C'est de dire, cette zone-là, des 1,6, 1,7, il faut faire super gaffe. Elle est hyper technique. D'accord ? Comme je vous dis, déjà, c'est la sortie du canal de long terme, c'est 50% du range, c'est clairement une zone de bruit. Mais c'est une zone cruciale d'un point de vue de la résultante technique de ce qui se passera hors de cette zone. C'est aussi la raison pour laquelle il risque d'y avoir pas mal de bruit et pas mal d'hésitation. Mais les enjeux sont colossaux. Comme je vous dis, il s'agit de comprendre que les taux de change entre des devises majeures comme ça a des effets politiques et géopolitiques assez considérables. Donc oui, clairement, pour ma part, il est quand même assez logique qu'un flou technique soit maintenu sur l'euro-dollar pendant un bon moment autour de cette zone des 1,07. Mon biais perso est que, comme d'hab, il ne faut pas chercher à avoir raison, mais il faut gérer son risque. Il me semble clairement que sur ces zones-là, il vaut mieux être acheteur. Maintenant, ça ne veut pas dire que le marché va monter maintenant. Donc, raison pour laquelle je pense qu'en 2023, peut-être même 2024, il sera plutôt rationnel, à mon avis, d'éviter de trader l'euro-dollar. En tout cas, si vous le tradez, tradez-le avec des objectifs rationnels. Il ne faut pas viser du 1,50, etc., ni du 0,70, 0,80. À mon avis, il vaut mieux avoir des targets plutôt proches des prix actuels et essayer, en tout cas, de réduire les tailles de position. Voilà un peu le message. Donc, USD-Yen, pour moi, le plus dangereux de tous. L'euro-dollar, dangereux un peu aussi. En tout cas, si vous le tradez, essayez d'avoir des attentes un peu plus rationnelles. Et c'est pour ça que ça me fait tout de suite penser euro-yen. Et je me dis, s'il y en a bien un, par contre, à mon avis, à trader cette année, c'est plutôt lui. En termes de forex, évitez du coup les deux conflictuels, parce que le yen, pour moi, pose problème, mais le dollar aussi. Donc déjà, sur l'euro-yen, vous en avez un en moins. Donc, dans l'échelle des risques, pour moi, l'USD-yen, c'est celui qu'il faut éviter. C'est parce qu'il y a les deux plus grosses devises de merde dedans, enfin celles qui ont le plus merdé pour moi en 2022, le dollar et le yen. Donc déjà, ici, quand on vient sur euro-yen, c'est de dire, si vous voulez trader le yen, à mon avis, il vaut mieux le trader sur euro-yen. Là, ici, pour moi, la vente est beaucoup plus claire. Là, il n'y a pas des excès dans tous les sens et des gros n'importe quoi. Mais attention, ça reste des gestions du risque. Là, encore une fois, si ça ne veut pas passer, il ne faut pas forcer. Si l'euro-yen se met lui aussi à faire n'importe quoi, laissez-le tranquille. D'accord ? Prenez un stop et bougez. Le yen, pour moi, c'est vraiment le truc... Je ne veux pas trader ça. Mais si vous voulez absolument trader du yen, à mon avis, euro-yen, ce sera mieux. Les autres forex, pour ma part, ça va à peu près. Alors évidemment, il va de soi que vaut peut-être mieux quand même éviter de trader le rouble, mais voilà un peu le délire, d'accord ? Donc pour moi, l'USD, c'est celui qui pose énormément de problèmes. On le voit ici sur ces indices-là, face au World Currency Unit. Donc vous voyez bien que sur le dollar, il y a quand même, pour ma part, une trajectoire extrêmement baissière, d'accord ? Donc il faut vraiment faire attention. Tout le monde était là, ouais, le dollar c'est boule, c'est boule. Bon. Moi, je ne pense pas que ce soit boule, je me trompe peut-être, mais en attendant, ce n'est pas non plus sur ces zones-là qu'il faut shorter le dollar. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. On est quand même sur des extrêmes. C'est-à-dire que le dollar a clairement, pour ma part, une direction baissière. Elle pourrait s'inverser, mais pour l'instant, j'en ai pas les moindres signes. Hein. Donc, restons plutôt rationnels ici. C'est plus de dire, le dollar, j'ai l'impression qu'il faut qu'il latéralise un peu avant de rebaisser, quoi. Voilà un peu l'idée. Bon, en Chine, la devise est complètement manipulée. Donc, pour ma part, trader une devise étrangère qui est manipulée, enfin, qui est contrôlée par son gouvernement, ça me paraît quand même peut-être pas très intelligent. Comme on l'a dit, le yen, bon, là, c'est pareil, je vous laisse apprécier la volatilité sur l'année 2022. Donc, je vous dis, celle-là, il faut faire vraiment gaffe. Beaucoup de gens s'imaginent que le yen va rebondir, et je pense que c'est possible, mais le yen, ça reste quand même la devise du pays qui fait n'importe quoi avec sa devise depuis 30 ans.
QE nos limites, et c'est précisément le système qu'on est en train de remettre en question, avec les hausses de taux de la Fed, etc. Si pour moi, il y a bien un pays dont la devise pourrait être dans la merde, mais alors la merde 3000, c'est bien le Japon. Donc pour ma part, il faut vraiment faire attention. Je pense que le yen, c'est pas si haussier que ça. Le rebond technique qu'on a ici peut être très technique, et là encore, les moyennes sont baissières, et le contexte est ultra baissier. Mais vraiment ultra baissier. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que ce truc-là, pareil, ça peut respirer un peu, mais ça peut surtout rechuter très très vite. Donc attention avec cette fameuse devise. On l'a dit, pour moi, il y en a vraiment 2, 3 qui sont problématiques. Bon, le CNI, pour trader ça, il faut quand même avoir un souci. L'USD, vraiment problématique, mais je ne m'attends pas à un mouvement directionnel, plus à un bruit de court terme. Le JPY, il y a peu de chances que ça rebondisse réellement, j'ai plutôt peur que ça rechute très très fort. L'euro, comme on va le voir, c'est beaucoup plus facile à gérer pour ma part. C'est de dire l'euro, il est vraiment très très stable pour le coup. Je sais que tout le monde dit ouais, l'Europe va exploser, les IS, le safe haven, etc. Ben non, d'accord. Je rappelle, le WCU, c'est ni plus ni moins qu'un indice représentatif des différentes devises pondérées en fonction de leur masse monétaire. Donc, c'est quand même pas mal de représenter du coup la valeur d'une devise par rapport à l'ensemble des autres. Donc déjà, c'est de regarder ces 4 devises majeures, d'accord, 4 grandes puissances entre guillemets. Bon, il y a aussi les autres, hein, mais comme je vous dis, on va éviter les pays en guerre quand même. Donc pour l'instant, si on regarde ces 4 grosses devises, bah, on voit que l'USD, on est allé chercher des niveaux majeurs, mais que la direction reste quand même légèrement baissière, donc c'est peut-être pas trop le moment de s'exciter. On voit que sur l'euro, le rebond est en place, mais que du coup, il y a peu de marge de manœuvre. On est sur les zones moyennes. Donc, il y a quand même peu de chances que l'euro continue sa progression haussière à court terme très, très rapidement. On est sur les moyennes d'un truc qui est vraiment très équilibré. Donc, il y a plus à penser ici que pendant plusieurs trimestres, l'euro va rester relativement stable. Donc, si on veut un euro-dollar haussier, il faut surtout que la dégradation du dollar se poursuive. Parce que ce n'est pas vraiment l'euro qui va reprendre de la force relative. Sur le yen, comme on l'a vu, franchement, perso, tout est vert. Et j'ai franchement l'impression qu'on va repartir au sud, mais peut-être pas à court terme. Voilà, à court terme, on a atteint des bornes de volate. Ça peut justifier éventuellement le fait qu'il y ait un travail qui prenne plusieurs années avant la dégradation du yen. On a atteint des zones de survente, donc effectivement, pour ma part, ce n'est pas le moment le plus opportun pour miser contre le yen. Mais miser sur un rebond du yen, je trouve ça complètement con pour rester poli. Voilà. Donc on fait gaffe. Okay, un dollar plutôt moins neutre baissier, mais qui a atteint lui aussi des niveaux de survente assez stratosphériques. Donc attention éventuellement à un rebond du dollar, mais pour l'instant, on l'a vu dans le contexte macro, ça paraît assez peu probable. L'économie américaine en récession, dans la situation économique dans laquelle elle va avoir besoin de soutien. Ce n'est pas la Fed qui va apporter ce soutien, c'est probablement le gouvernement américain. Ça veut dire de la dépense budgétaire. Je vous l'ai toujours dit, le problème des États-Unis, c'est que quand ils sont en croissance, c'est magnifique, le monde va bien, etc. Mais quand ils sont dans la merde, c'est un pays qui a très peu de protection sociale. Et dans ce cas-là, bah, effectivement, soit c'est la misère sociale, et dans ce cas-là, on a des révoltes sociales, soit surtout, il faut dépenser beaucoup d'argent dans ces phases un peu contractives, enfin, un peu contrariantes. Donc, vraiment faire attention à ça. Pour ma part, les États-Unis, je ne miserai pas contre le dollar, parce que ça reste quand même la devise de réserve mondiale pour l'instant, mais il y a beaucoup de choses à perdre à ce niveau-là, on l'a dit aussi. Il y a beaucoup de compétiteurs qui arrivent aujourd'hui à ce niveau-là, et notamment la Chine qui pousse, mais surtout le Bitcoin. Donc vraiment faire attention, ok ? C'est vraiment très très important à ce niveau-là. Le dollar, pour moi, pourrait perdre, mais il a déjà beaucoup perdu face, comme on l'a vu, à un panier de devises large. Donc je ne serai pas baissier dollar, tout comme je ne suis pas baissier euro, mais je pense que du coup, l'euro-dollar, quand même, pourrait rester intéressant, mais attention à notre pote dollar. Tant qu'il continue de chuter comme ça, on a des moyennes qui sont en train de décaler hors des contextes, ce n'est pas le moment d'être haussier. Ce n'est pas le moment d'être baissier non plus. Hein, j'entends bien, ces valeurs-là, ici, c'est soit le dollar se déprécie considérablement, soit justement, c'est au moment où tout le monde se dit que le dollar va mourir, que justement, il se stabilise et dans les prochaines années, il remonte. Par rapport aux autres, j'entends bien, il s'agit de parler de force relative ici. On ne parle pas de la force du dollar en pouvoir d'achat à l'intérieur des États-Unis. On parle du pouvoir d'achat d'un dollar dans le reste du monde. Ok ? Voilà, c'est très important que vous compreniez ça sur le Forex. Bon, pour la partie Forex, on l'a fait. Donc pour ma part, évitez
de trader l'USD Yen particulièrement. OK pour l'euro-dollar, mais plutôt court terme, parce que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment de direction claire. On pourrait avoir un rebond du dollar, l'euro l'a déjà fait, donc peut-être une dégradation plus probable de l'euro-dollar qui le maintiendrait dans ce cas-là sous ce fameux canal. Mais dans ce cas-là, comme on l'a dit, on ne peut pas vraiment progresser largement au sud non plus. Donc, dans ce stade-là, il semblerait franchement que l'euro-dollar est parti pour rester dans la zone actuelle. Les autres trucs à éviter. Alors là, je vais aller direct dessus. Les techs américaines. D'accord, les Apple et compagnie. C'est pas faute de vous l'avoir dit quand même. Bon, moi, je short Apple depuis les 176. Et je vous invite à ne pas le faire. D'accord. Mais c'est surtout, n'achetez pas la tech américaine. D'accord. Je vous la fais simple, mais vraiment très très simple. Ok. On se met en mensuel. Ou là même, voilà, enfin, on peut se mettre en trimestriel, c'est le même contexte. Si je vous supprime les prix et que vous vous dites que ça, c'est une composante de prix normale, non, d'accord. Là, on voit même pas, on ne sait pas où on est, d'accord. C'est du grand n'importe quoi. C'est absolument fou furieux. Pour ceux qui sont plus expérimentés et qui traitent la volatilité, regardez où est la borne basse de volatilité. D'accord. Ça veut dire que concrètement, là, le prix, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça peut osciller entre 14 et 175. Non, mais enfin, faut se calmer au bout d'un moment, en fait, les gars, là. C'est n'importe quoi. Ça s'appelle une vraie bulle spéculative. Alors, il y a des raisons fondamentales qui expliquent la hausse de prix d'Apple, jusqu'à, à mon avis, à peu près 2018, et notamment, effectivement, une entreprise qui réalise des profits stratosphériques et qui décide de racheter ses actions. Donc, quand vous réduisez le supply et qu'en plus de ça, vous avez des profits, il est tout à fait logique que les prix montent. Donc, moi, je ne remets pas en question la hausse d'Apple jusqu'à 2018. C'est plus de dire 2018, c'est le moment où j'ai commencé à vendre Apple en disant, bon, c'est bon, là, on est bien monté, on plafonne, il n'y a pas d'innovation technologique à attendre, les prix commencent à être légèrement élevés, c'est peut-être le moment quand même de consolider. Moi, j'étais pas bear à l'époque pour dire ça va cracher Apple. C'était juste de dire, bon là, ça mériterait quand même une belle petite correction et on installe un range. Voilà, point. On a trouvé une valorisation plafond pour ce truc-là, il serait temps de s'arrêter. Bon, problème, le marché range un peu, comme vous le voyez, sur cette zone, et puis, hop, le Covid, etc. Et là, la bulle spéculative. Je vous rappelle juste quand même, d'accord, que la dernière zone de range connue, c'est vers 40-50 $. On est monté jusqu'à 190 en 2-3 ans, alors qu'encore une fois, l'entreprise n'a rien changé du tout. Donc oui, clairement, la hausse des prix, on va dire le débasement de la monnaie a compté pour beaucoup, mais c'est pas tout. Il s'agit de comprendre qu'ici, il y a une vraie bulle spéculative qui s'est construite autour d'Apple. Point. C'est comme ça. Et c'est très très dangereux et ça se voit de plein de façons. La première, comme je vous dis, c'est de voir les contextes qui déjà étaient très haussiers, mais commencent à faire du grand n'importe quoi. Là, on a l'impression qu'en fait, la boîte qui était résistante sur l'année 2021 devient support en 2022. Non, mais vous vous rendez compte du truc, c'est de la folie. L'année d'avant, c'est encore pire. La résistance, entre guillemets, technique était vers 71. L'année d'après, le support était à 95. Non, mais vous vous rendez compte de la stupidité des niveaux de pricing ? On n'est plus en train de rechercher un prix. On est en train, encore une fois, de faire n'importe quoi. Je rappelle que les marchés ont pour objectif de fournir des prix. Là, ce que le marché vous dit, c'est « Oh putain, je ne sais plus pricer ce truc, j'ai beaucoup trop de gens qui veulent acheter, j'ai plus du tout de supply, qu'est-ce que je fais ?» Voilà. Ça veut dire une chose. Déjà d'une, comme on en avait parlé maintes et maintes fois depuis les dernières années, une entreprise qui rachète ses actions en fin de cycle, c'est souvent le signe que quand elle va arrêter de le faire, ça va cracher. D'accord ? C'est-à-dire, en fait, on construit effectivement cette hausse artificielle en réduisant le supply, et puis en fait, d'un coup, dès que le supply revient, les gens sont tous acheteurs et ils deviennent tous vendeurs, et il y a évidemment, quand on va se poser la question du prix, c'est-à-dire concrètement, moi je veux vendre cette action Apple, ok, mais tant qu'il y a quelques acheteurs, tout va bien. Quand il n'y aura plus d'acheteurs, et qu'en plus de ça, il n'y aura plus de programme de rachat de titres, la question qu'on va se poser, c'est, ok, si je veux acheter Apple, à combien est-ce que je dois réellement payer ce truc ? Quel est le prix pour un acheteur ? Parce que là, on se pose la question de dire, oui, il n'y a pas de souci, personne ne vend. Donc, le moindre acheteur demande des prix, enfin, est capable de payer des prix élevés. Quand il va y avoir plus de vendeurs que d'acheteurs, on va passer de ce qu'on appelle un bid market à un ask market. C'est-à-dire, quel est réellement, d'un ask market à un bid market. C'est-à-dire, ask market, c'est qu'est-ce que je dois payer pour acheter ce truc-là ? D'accord ? C'est à quel prix un vendeur voudra bien vendre. Quel est le prix demandé par un vendeur pour que je puisse acheter ? Quand on passe en bid market, c'est l'inverse. C'est de dire à quel prix un acheteur voudra bien acheter mon titre si je veux le vendre.
Vous allez voir que quand on va changer dans cette direction, et je vous montre juste le contexte, voilà, ça fait très longtemps qu'Apple n'a pas connu un contexte dans lequel les vendeurs vont contrôler le mécanisme. Si c'est bien le cas et que je ne me trompe pas, ça va faire mal. Juste parce que je vous dis, quand on va se poser la question de savoir à quel prix un acheteur voudra bien acheter mon titre, au lieu de à quel prix un vendeur voudra bien vendre pour que je puisse acheter, vous allez voir que quand cette mécanique va s'inverser, la bulle va s'effondrer. C'est juste de dire, on va revenir sur des niveaux de valorisation. La dernière fois qu'on a valorisé Apple correctement, c'était ici. Ça veut dire qu'on a tenté des cassures baissières. Donc pour ma part, attention, Apple, le risque, c'est de retourner dans la zone des 60 et des 50-60. Ça peut se faire de plusieurs façons. Un crack classique, c'est-à-dire j'ai l'effondrement spéculatif, mais c'est quand même une bonne boîte, elle vend des iPhones, c'est pas, vous voyez, je veux dire, c'est pas une bulle basée sur du vent, on n'est pas en train d'acheter des tulipes. Il y a quand même une grosse boîte derrière, il y a des capitaux, il y a du cash, il y a des infrastructures, voilà, donc Apple, c'est pas du vide. Donc il y a de fortes chances quand même qu'il y ait un effondrement spéculatif suivi d'un dead cat bounce. Par contre, je préfère être franc, ce truc-là, quand ça tombe, ça remontera jamais en ATH. Tout simplement parce que les prix cotés à l'ATH ne sont absolument pas rationnels. Voilà, c'est tout. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur les bulles, mais juste vous dire, évitez de toucher Apple cette année. À l'achat comme à la vente. C'est très difficile de shorter une bulle spéculative, c'est encore plus con d'essayer d'acheter. Donc, évitez les achats en mode, ouais, mais là, quand même, ça baisse trop vite, parce que, comme je vous le dis, même à 90$, vous n'avez aucune garantie qu'il y ait un dead cat bounce. Ça me paraît, moi, personnellement, assez probable. Donc, c'est plus de dire, en tant que vendeur, je ne vais pas viser plus bas que ça, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'en achetant là, vous allez pouvoir payer le rebond jusqu'à 140. Il y a aussi plein de marchés qui rebondissent un peu, puis au final, hop, et vous vous faites enfiler, vous payez ça 90, et 3 ans plus tard, on est à 50, vous avez perdu 50% de la thune, et en plus, ça ne rebondira jamais ici. D'accord ? Donc attention, les bulles peuvent s'effondrer de maintes et maintes façons. Sans vous expliquer tout ici, pour moi, le plus probable, ça reste quand même le dead cat bounce. Ça veut dire que c'est donc très compliqué de shorter. Donc ne vendez pas et ne cherchez pas à acheter Apple, s'il vous plaît. Microsoft, c'est à peu près la même chose, mais vous voyez que la bulle spéculative est quand même bien moins avancée. Donc pour ma part, Microsoft, ça maintiendra probablement des niveaux de valorisation, mais c'est clairement pas sur les supports ici qu'il faut payer ce truc-là. Est-ce que vous croyez sérieusement que ce contexte-là est rationnel ? Là, encore une fois, c'est de dire, il y a seulement 2 ans, c'était la résistance. Aujourd'hui, on essaierait de vous dire que c'est le support sur lequel il faut payer. Non, ça me paraît assez peu probable. Par contre, vous voyez que d'un point de vue technique, en supprimant les prix, juste en regardant la mesure dérivée faite par un indicateur qui n'en a rien à foutre de Microsoft, d'accord ? Lui, il s'en fout, il n'est pas bear, etc. Je sais qu'il y en a qui me sortent ça depuis des années, que je suis un perma-bear. Alors bon, celle-là, elle est quand même pas mal. Mais bref, voilà. Donc, Apple, objectivement parlant, c'est juste complètement surpricé. Et vous voyez que Microsoft, c'est pas une bulle à côté. C'est pas pareil, c'est excessif, mais là encore, les résultats ont suivi, etc. Il y a des excès de prix, clairement, ce qui va probablement conditionner pas mal d'années de range au mieux, mais Microsoft n'est pas une action qui va cracher. Ça n'a rien à voir avec Apple. Vous voyez bien que la structure de prix n'est pas du tout la même. Donc on fait très attention. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a des breakouts baissiers, mais de range. Donc déjà, ça m'invite à penser que une fois qu'on aura trouvé le bottom sur Microsoft, on risque de rester dans la zone pendant plusieurs années. Donc, est-ce qu'il y a des profits à faire sur Microsoft ? À mon avis, peu. Est-ce qu'il y a des achats à réaliser ? Probablement oui, mais ce sont des achats deuxième borne de range. Donc pour moi, s'il y a bien un trade qui va être très facile à jouer cette année sur Microsoft, c'est surtout la vente de la troisième borne quand elle arrivera. Parce que Microsoft ne retournera pas en ATH. Elle va probablement rester là un bon moment, le temps que les boîtes de contexte se rejoignent. Donc il sera très facile de vendre Microsoft, beaucoup plus difficile de jouer l'achat de la deuxième borne. En termes de notion de pondération du risque, c'est bien plus risqué d'essayer d'acheter une deuxième borne que de vendre la troisième. Puisque la deuxième borne, vous ne savez pas où elle va, alors que la troisième borne, vous savez qu'elle demande minimum 61% de retracement, qu'elle vient généralement rechercher les contextes, etc. C'est quand même pas très compliqué pour ma part. Maintenant, attention, cette troisième borne, elle peut très bien se faire qu'en 2025, 6, etc. Donc pour ma part, Microsoft, pareil, laissez sur le côté. La plupart des grosses techno américaines, là, les flagships qui montent depuis 10 ans, bon, concrètement, on voit bien que les structures de prix sont un peu dans la stratosphère. Donc, il va falloir trouver des niveaux de valorisation plus stables. Vous vous rappelez ce qu'on a dit ? Dans le contexte de cette année, on a connu une impression monétaire folle furieuse à cause du Covid. Donc, il est normal que les marchés cherchent un nouveau niveau de prix. Il est normal qu'on ait eu des excès
D'accord ? Donc, ces excès n'ont rien à voir selon le contexte. Pour moi, chez Microsoft, les excès de prix qu'on a sont partiellement justifiés à la fois par la hausse des bénéfices et, effectivement, l'impression monétaire du Covid, qui change les niveaux de prix. Mais, par contre, Microsoft a de très fortes chances de maintenir ces niveaux relatifs de prix. Il faut juste trouver un range. Donc ici, moi, je ne m'amuse pas à vendre, mais je ne m'amuserai pas à acheter. Par contre, une fois qu'on aura trouvé le niveau trop cher et le niveau pas assez cher, eh ben, je saurai comment naviguer ce truc-là pendant probablement 5 à 10 ans. OK ? Très simple. Mais donc, rien à faire en 2023 sur Microsoft. Ce serait chercher l'achat d'une deuxième borne, et pour ma part, c'est pas très malin. Google, pareil, est-ce que ça, c'est une bulle spéculative ? Non, en soi, ici, on a un pricing qui est totalement rationnel jusqu'à, effectivement, 2021. Et comme on l'a vu, 2021-22, ces excès, on les voit sur le S&P 500. Ces excès, ils sont principalement dus à l'injection monétaire de la liquidité de la Fed. Donc, ici, encore une fois, est-ce que ce truc-là va se cracher ? Pas du tout. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur Apple. Ce truc-là ne va pas s'effondrer à 30$. Ça n'a aucune chance de se produire. Alors, ça peut se produire, mais il faut être fou pour penser ça. Donc, pour ma part, vous voyez qu'il y a vraiment des structures extrêmement différentes sur les prix, et ce n'est pas une vision de l'esprit, c'est juste putain visible, quoi. Ce que j'ai ici, c'est un marché qui est maintenant survendu, alors qu'encore une fois, il était très haussier. Donc je pense clairement qu'on n'est pas loin du bottom sur cette structure, si je remets les prix. C'est-à-dire que moi, je ne chercherai pas l'achat de la deuxième borne, mais en tout cas, je ne serai plus vendeur de Google ici si j'ai vendu le sommet. Ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, hein. Ça ne m'intéresse pas de vendre Google. Par contre, ce que ça me dit, c'est que Google devrait passer pas mal d'années maintenant à essayer de consolider. Tant que ma deuxième borne n'est pas trouvée, je ne l'achète pas. Ça se trouve, ça baissera là, avant de rebondir là. Tout ce que je peux vous dire par contre, c'est que vendre la troisième borne ici, ce sera là encore évident, et un trade à très très faible risque. Mais acheter la deuxième, c'est compliqué. C'est pour moi la même stratégie que Microsoft, sauf qu'il y a beaucoup moins d'historique, et qu'à mon avis, Google est positionné sur un secteur bien plus intéressant pour le futur. Notamment les thématiques de l'IA dont on a parlé dans le contexte. Donc pour les prochaines années, je pense que Google reste un très bon achat à faire, mais il va falloir ranger ce truc-là pendant, à mon avis, 4-5 ans. Et pour ma part, Google fera partie de mes favorites, si elle stabilise bien, hein, d'accord, parce que ça peut aussi cracher, j'en sais rien, hein, mais si elle se maintient dans ces zones de valorisation, qu'elle me fait un beau range, je vous avais dit que le prochain cycle, ce serait après 2028-2031, et là, clairement, je peux vous dire que je vais jouer Google, hein. Là, ce sera une de mes favorites si elle se stabilise, de même que Microsoft. Les tech US, pour moi, ne vont pas du tout mourir, mais elles vont plus avoir le vent en poupe comme avant pendant plusieurs années. Certaines vont juste mourir, à mon avis, d'autres vont se restructurer, et la plupart vont simplement consolider. Ok ? Pour moi, Apple, ça ne va pas mourir. Pour moi, Apple, ça va se restructurer, mais ça ne retrouvera jamais les niveaux de valorisation connus. Donc, petit à petit, les structures de crack vont se mettre en place parce qu'en général, ces restructurations ne se passent pas bien. C'est la même chose que General Electric. Une fois qu'on commence à regarder à l'intérieur et à déconstruire le truc, c'est là qu'on voit tout ce qui avait été caché sous la surface avant. Concrètement, c'est bien, ça faisait du cash, mais en fait, c'était des processus très peu durables. Je rappelle quand même que Apple, c'est limite aujourd'hui du vol, le business model. Hein. C'est juste de dire, peu importe ce que vous faites, on prend 30% des revenus, alors qu'on ne propose qu'une plateforme, quoi. Bon, alors, des plateformes, il y en a quand même plein d'autres, et elles ne prennent pas autant. Donc, il faut vraiment faire attention avec le business model d'Apple. Pour moi, il est vraiment plus durable. Ça fait très longtemps qu'Apple n'innove plus, et ils ne vendent plus de téléphones. Hein. Donc, il faut vraiment se calmer quand même sur le business model d'Apple. C'est toujours court-termiste, mais le moment où ça va commencer à chuter, tout va s'effondrer en même temps. Les ventes vont chuter, elles ne vont pas aller à zéro, mais les ventes d'iPhone vont chuter, les revenus publicitaires, enfin les revenus de services vont commencer à chuter aussi, et à ce moment-là, les programmes de rachat d'actions vont s'arrêter immédiatement. Donc vous comprenez que tous ces effets qui se coulent à la hausse vont devenir des effets qui se coulent à la baisse. Et forcément, ça fait passer le marché de haussier à baissier. Bref. Il y a d'autres trucs, à mon avis, à éviter quand même. Hein, comme je vous dis, ces grosses tech US, les Amazon, les Tesla, etc., là, gardez-les-moi à l'écart parce que c'est toute la même chose. D'accord ? Alors, Amazon, on va y aller quand même pas par 4 chemins. Je vous enlève les prix, là encore. Bon, Amazon, c'est quand même n'importe quoi. Donc, je suis désolé, Amazon, je ne sais pas où ça va, mais ça, je ne l'achèterai pas. Hein. Il va falloir que... Vous voyez, c'est vraiment la stratosphère, hein. Là, on est très loin des moyennes, c'est pareil. Donc là, on fait quand même très très attention. Pour moi, Amazon, ça peut cracher. Maintenant, on est déjà à 85, parti de 195. C'est là où je vous dis aujourd'hui, Apple, on commence à peine à corriger. Bon, Amazon, on a déjà bien pris une douille. Voilà. Je dis juste comme ça. Moi, j'achète pas Amazon, ok ? Mais il y a bien une différence, c'est qu'Amazon est excessif.
ok, mais dans sa structure de prix, Amazon a une chose qui est radicalement différente de celle d'Apple, c'est qu'elle a une structure qui justifie ses excès. D'accord? C'est que pour ma part, Amazon, c'est excessif, mais je sais pourquoi. Il y a des raisons techniques à ça. C'est parce qu'on est en train de faire des breakout multi-time frame. Ça veut dire que pour ma part, Amazon est une boîte qui existera toujours en 2050, d'accord? Et sa tendance devrait se terminer à peu près par là. Donc, ça veut dire qu'il y a encore à faire. Donc, Amazon, oui, je vais l'acheter, mais comme je vous dis, je n'achète pas pour l'instant ici. Il me faut un range de pullback. C'est-à-dire, je veux un pullback mensuel ici, ok? Et ce pullback mensuel nécessite, comme tous les pullbacks techniques de ma stratégie, un range mature sur l'UT inférieur. Or là, on fait une deuxième borne, j'en veux d'abord une troisième. Donc j'ai dit, pour moi, l'achat d'Amazon ne se fait pas maintenant, il se fera probablement, comme son poteau Google, pour moi, vers 2026-28, pour jouer un très gros cycle. Donc pour moi, Amazon, c'est ok, laissez-la tranquille, c'est la même chose que Google. Ça consolide, cherchez pas à acheter la deuxième borne, ce sera probablement un très beau trade en rebond, mais pour ma part, ça ne déplace pas de valeur. Là, on cherche une nouvelle zone de valeur, et dans ce cas-là, je ne vais pas m'amuser à chercher le bottom. Il y a bien d'autres actions, à mon avis, plus intéressantes que ça pour allouer $1 de capital. Par contre, une fois qu'on aura rangé, vous pouvez être sûr et certain que ce machin-là, je vais le payer. Et je ne vais pas payer doucement. Amazon, je la veux, mais je ne la veux pas sur ce cycle. Ok ? Très important de comprendre ça. On a dit ici, on fait une émission sur un horizon 2023, 24 maxi, quoi. Tesla, bon, là c'est pareil, je ne vais pas vous la faire, on va encore plus vite, ok. Le retournement c'est déjà mis en place, regardez les boîtes de contexte, mais là encore, mis à part l'excès stratosphérique qu'on a ici, qui est, on l'a vu, justifié par deux choses, puisqu'on a vu ces deux dernières boîtes de contexte, c'est celles qui précèdent, qui font suite au Covid, donc il y a une partie qui est due à l'inflation, enfin à la dilution de la valeur monétaire par la dilution de la devise, mais là quand même, on est sur du fou. Donc là, Tesla, c'est dû à deux choses. C'est dû à une explosion de leurs résultats, et en plus de ça. Donc Tesla, il y a quand même une question à se poser. Est-ce que les rythmes de croissance des résultats sont projetables dans l'avenir? Bon, pour ma part, ici, je ne peux pas vous faire une analyse complète, etc., mais je vous donne juste la conclusion. La réponse, c'est non. Donc, à mon avis, le rythme de croissance qu'on a connu en 2 ans sur Tesla, combiné à la dilution monétaire, font que, à mon avis, Tesla ne peut absolument pas projeter son rythme de croissance des 2 dernières années sur les 10 ans à venir. C'est juste quasi improbable. Donc, ce qui a le plus de chances de se produire, par contre, comme on l'a dit, l'impression monétaire, elle a pratiquement aucune chance de disparaître. Ou alors, il faudra partir en dépression et on va détruire énormément de monnaie. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui est le plus probable, à ce qu'on a vu dans notre modèle. Donc, on a un rythme de croissance stratosphérique sur 2 ans, plus une impression monétaire stratosphérique sur 2 ans, qui nous a mené la valorisation de Tesla d'une dernière zone connue avec un range autour de $20 à 400. Bon, c'est quand même costaud. Ce qu'on y voit ici, c'est que ce sont des breakouts de range qui peuvent et qui vont probablement durer jusqu'à la fin 2024. Donc, à mon avis, bah voilà la réponse, quoi. Tesla, c'est pas une mauvaise boîte, ça va pas mourir, c'est pas une bulle spéculative. Elle a juste eu 2 effets qui se coulent très très sympas, mais elle fait quand même des profits aujourd'hui. C'est juste que son rythme de croissance est probablement assez peu projetable à l'avenir. Donc, ça va produire quoi, ça? On l'a vu d'un côté, l'inflation, elle va pas s'en aller. La monnaie qui a été créée, elle va pas disparaître. Donc, les niveaux de prix qui ont été cotés par la dilution de la monnaie ne vont pas disparaître. À côté de ça, une entreprise avec un rythme de croissance non projetable, mais qui fait toujours des profits. Elle ne va pas faire des pertes en 2023, Tesla. Donc, il s'agit bien de comprendre que dans ce cas-là, ça va probablement stabiliser la valeur. À mon avis, on reviendra clairement jamais sur les niveaux qui ont été vus là-bas avant plusieurs décennies, enfin au moins plusieurs années et pas une ou deux. Donc, à mon avis, déjà inimaginable de revoir Tesla au-dessus de 320. Je vous la fais direct. Ça veut dire, n'imaginez même pas qu'on va y aller. Ça vendra avant. Donc, pour ma part, Tesla, c'est de dire, le minimum en termes d'objectifs, c'est déjà de retourner au-dessus des 50% de contexte. Voilà. Je doute qu'on puisse atteindre le contexte vendeur. Donc, n'imaginez pas qu'on ira faire une 3e borne sur Tesla dans les prochaines années, puisqu'on est sur cet horizon 2023-24. Moi, pour ma part, Tesla, ça va être achat vers les moyennes. Là, actuellement, on est en train de trader ma première zone intéressante, mais clairement, j'ai aucun signal, si ce n'est que c'est survendu total, et il y a une espèce de FUD de l'espace en ce moment sur Tesla.
À juste titre d'ailleurs, parce que c'est ni plus ni moins que le FUD qui est la résultante de l'hyper-euphorie stupide qu'on a connue avant. Donc pour ma part ici, je vais dire, ça m'intéresse d'acheter si on sort de la zone de survente. Tant qu'on continue de survendre, la zone qui m'intéresse le plus par contre, c'est celle-là. C'est-à-dire pour moi Tesla à 70$, c'est un gros bail et je me pose même pas la question. Hein. Je vous fous 4% de capital là-dedans et je poserai même pas la question. Pour moi Tesla c'est une super boîte. C'est une machine à cash pour les prochaines années, mais par contre, c'est une machine à cash qui est partie dans la stratosphère. Donc elle n'y retournera pas avant beaucoup de temps. Et le mieux qu'on puisse espérer sur Tesla, comme je vous dis, c'est de revisiter les 215, 220. Une fois qu'on arrive pour moi dans ces zones, c'est take profit. Franchement. Mais par contre, vous achetez un truc 60$ qui remonte à 230. Oh, c'est sexy quand même. Hein, c'est hyper sexy en termes de rendement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Donc, Tesla étant la shit boîte, la bulle spéculative, Covid, etc., moi, j'y crois pas une seconde. C'est une super boîte, ça fonctionne super bien, et il y a un business model d'enfer. Par contre, il y a plein de soucis, de gens qui sont rentrés n'importe comment, pour n'importe quelle raison, mais pour ma part, être baissier Tesla, c'est fou furieux. Il faut être complètement con pour faire ça. Par contre, là-haut, vendre Tesla, moi, complètement d'accord. Simplement, bon, je ne fais pas partie des gens qui shortent des boîtes dont la valeur monte. Voilà. Donc c'est plus de dire, ça m'intéressait pas de shorter Tesla, ça m'intéressera de l'acheter, mais jamais de la vie j'aurais acheté Tesla 300$. Voilà. Moi ça a toujours été clair, c'est minimum 100, et vu l'action de prix, quand on arrive dessus, soit les surventes se calment et je paierai cette zone-là doucement, mais j'aurai par contre des ordres toujours en attente dans la zone des 70. Et je serai bien content d'être servi. Moi, si quelqu'un veut bien me vendre une action Tesla à 70 boules, je la prends, il n'y a pas de souci. Voilà le délire. Ok ? On fait attention, ça s'extrapole sur pas mal d'autres boîtes. Vous avez une vidéo du Coin Bureau qui est pas mal aussi, qui vous parle de l'effondrement des SPAC. Donc faire attention, il y a un effet ici, comme on a parlé, comme on avait mentionné à l'époque par exemple par rapport au problème des ETF, qui est qu'il y a eu beaucoup d'entrées de capitaux dans ces véhicules qui agglomèrent entre guillemets plusieurs actions, dans lesquelles il y a des bonnes, il y a des moins bonnes, et attention, si ça vend, ça va vendre tout, c'est-à-dire ça va forcer les marchés à vendre les bonnes et les pas bonnes en même temps. Tout comme à l'époque, vous achetiez ces ETF et vous achetiez, que vous le vouliez ou non, du Apple, du etc. Donc attention à ces effets un petit peu pernicieux de surpondération des techs dans pas mal d'ETF, parce que vu qu'elles se prennent une quenelle, les gens peuvent se mettre à vendre ces ETF, ce qui fait que de facto, ils vendront également toutes les autres petites entreprises qui avaient été mises avec, qui elles, pour le coup, n'étaient pas forcément du tout liées à la stratosphère valorisation de ces grosses techs américaines, particulièrement post-Covid. Donc attention à cet effet ETF, attention surtout évidemment à l'effet SPAC. Je parle ici des boîtes qui ont été sous ces influences de SPAC, les Virgin Galactic, les Lucid Motors, qui se prennent une tatane de l'espace. Ce sont des trucs que j'ai en portefeuille. Très sincèrement, bon, je ne sais pas si ça va aller à zéro. Il y a quand même des chances. En tout cas, ici, il s'agit juste de dire que cet effet SPAC, ça démontre concrètement ses valeurs. Donc moi, pour ma part, tout ce qui est Virgin Galactic et Lucid Motors maintenant, c'est clairement sous mes prix d'entrée. Je ne les vends pas parce que je pense que ce sont des bonnes boîtes, mais par contre, la façon avec laquelle elles ont été lancées, ça augmente considérablement la probabilité qu'elles finissent à zéro. Ce sont des boîtes qui sont hyper endettées et en plus, aujourd'hui, tous ces financements SPAC sont tous en train de se barrer pour liquider comme ils peuvent. Donc le problème, c'est qu'il y a énormément de vendeurs. Je pense qu'il y a de la valeur dans ces entreprises, mais il y a aussi de la dette. Donc pour ma part, faire très très attention à toutes ces valeurs qui ont été lancées avec des SPAC. Si vous essayez d'acheter les bottoms, je vous recommande sérieusement de plafonner. Comme on l'a dit, ce que je fais dans cette émission-là, c'est pas de vous dire ce que vous ne devez pas trader, mais de dire si vous voulez foutre les doigts dans n'importe lequel des trucs que j'ai cités aujourd'hui, faites-le franchement avec un levier au moins divisé par 2. Ça veut dire que la stratégie, normalement, vous autorise à mettre 2% de capital en risque sur des stratégies. Là, c'est maximum 1, et pour ma part, je dirais même 0,5. Si vous touchez à n'importe lequel des trucs qu'on a mentionnés aujourd'hui, c'est-à-dire les grosses forex, et particulièrement l'USD-Yen, l'euro-dollar. Et dans ce cas-là, si vous voulez absolument trader ces paires-là, je vous recommande plutôt d'aller sur l'euro-yen, mais tout en restant là encore assez tranquillou sur la gestion du risque, sur les tailles de position. Réduisez de facto les tailles de position. Après, on continue d'adapter la taille de position en fonction de la nature du signal et tout ça. On ne change pas la stratégie, d'accord ? C'est pas on-off. Pro indicator, c'est pas j'achète, je vends et je fais toujours pareil. C'est pas ça, d'accord ? On module son exposition en fonction de la nature des signaux et de la qualité du contexte. À côté de ça, comme je vous dis, faites gaffe avec toutes les grosses techs américaines. Si vous voulez acheter les dips, c'est très compliqué d'acheter les deuxièmes bornes. La plupart des gens ne savent pas faire ça déjà. Donc, soit essayez d'être rationnel et vaudra mieux plutôt vendre les troisièmes bornes après les rebonds qu'essayer d'acheter les deuxièmes bornes. Si vous voulez quand même le faire, pour Dieu sait quelle raison,
faites-le avec des petits montants, s'il vous plaît. Les SPAC, donc tout ce qui a été lancé par un SPAC, donc tout ce qui est SPAC merger, donc je donne des exemples, voilà, Virgin Galactic, Lucid Motors, il y en a plein d'autres. Okay, tous ces SPAC là, faites gaffe. Enfin, c'est plus des SPAC aujourd'hui, mais ça a été lancé par des SPAC. Donc on fait attention, tous ces trucs là. Si vous en avez en portefeuille ou si vous envisagez d'acheter des actions qui ont été lancées par cette méthode, je vous invite d'une à regarder la vidéo du Coin Bureau là-dessus parce que ça vous expliquera comment fonctionne ce truc. Et de deux, ça vous expliquera pourquoi c'est très dangereux effectivement actuellement de s'exposer sur ce type d'actifs. Donc, si vous les avez déjà en portefeuille, ça ne veut pas dire d'en sortir, ça veut juste dire accusez le coup. Voilà. Et de deux, ça veut dire si vous envisagez d'entrer sur ces valeurs, franchement, petit montant, quoi. OK ? Restons rationnels là-dessus. Voilà tout ce qu'il y a, à mon avis, à éviter cette année. D'accord ? Tout le reste, à mon avis, ça ne pose pas tant de problèmes que ça. Je vais même essayer de vous mettre une pondération du S&P 500, puisqu'on avait dit qu'on ferait peut-être une partie sur les sous-pondérations indicielles. Voilà. Donc, si je prends une heatmap du S&P 500, donc vous voyez déjà tout ce qui est technologie et services, c'est dans la merde. Hein. Enfin, voilà, sur un an, c'est des grosses pertes. Et donc, comme on l'a dit, attention, maintenant, elles sont en territoire de survente, ce qui ne veut pas dire qu'elles vont rebondir immédiatement. D'accord ? Mais elles vont finir par rebondir, mais ne cherchez pas trop ces rebonds, ou si vous le cherchez, faites-le mollo. On l'a vu, l'ensemble de ces boîtes ne vont probablement pas produire d'ATH avant très longtemps, si jamais elles le font déjà. Et n'oubliez pas le risque déflationniste, c'est-à-dire que si clairement, en plus de ça, on passe vraiment en dépression et que mon modèle de stagflation n'est pas bon, ces boîtes-là, c'est pas 48% qu'elles vont perdre. Faut être rationnel. Donc, vous le voyez vite, pour ma part, dans l'environnement dont on a parlé, d'accord, il y a 2 ou 3 secteurs qui sont à surpondérer. On a dit ce qu'il faut éviter, c'est les technos. Electronic Technology, Technology Services, laissez-les tranquillou, ok, se faire démonter. Retail Trade, il y aura probablement des rebonds assez intéressants dessus, il y a de la valeur là-dedans, mais laissez-les tomber aussi pour l'instant. Vous voyez, ce sont des secteurs où c'est un peu à demi-teinte. Il y a des trucs qui ont tenu sur un an, pas d'autres. Ok ? Donc on fait gaffe là-dedans. Consumer non-durable, je pense que c'est on ne surpondère pas, mais on ne sous-pondère pas. Vous pouvez trader là-dedans sans trop de problèmes. Il n'y a pas besoin d'augmenter ou de réduire vos expositions sur ce truc-là. Health Technology. Bon, pour ma part, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je pense que c'est là qu'il y a de la thune à faire dans les prochaines années. Par contre, il ne faut pas me choper les boîtes qui ont fait des bulles, là, type les Eli Lilly et les conneries du genre qui sont montées dans la stratosphère. Ok ? Mais des trucs comme Johnson & Johnson, etc., des vraies entités de l'histoire dans la biotech, je pense qu'il y a grave moyen que ça fasse de la thune. Ok ? Maintenant, essayez de chercher et éviter peut-être quand même non plus les boîtes qui font de la croissance depuis 30 ans. Voilà. On en a parlé, la stagflation est un environnement qui favorise les rotations. On tue les vieux et de nouveaux émergent. Donc moi, je viserais plutôt aussi des boîtes qui n'ont pas trop d'historique, plus que des trucs qui ont 30-35 ans de métier. À mon avis, un autre truc qui sera très efficace dans l'environnement stagflationniste, ça risque d'être justement les consumer services. Je pense que ça va remonter comme il faut. Donc ça, c'est plutôt surpondéré pour ma part. Health Services, c'est surpondéré, mais comme vous le voyez, sur l'année, c'est celles qui tiennent le mieux. Donc attention ici, il faut plus s'attendre à des ranges maintenant parce qu'elles ont déjà été surpondérées. Donc à ce stade-là, ça c'est plutôt maintenir que je dirais. Ça c'est surpondéré. Maintenir, ça franchement faire attention. Je serai en mode, bon pas trop toucher le secteur du transport. Parce que hausse des commodities, ça ne va pas aider le transport. Donc ça, c'est sous-pondéré ou pas touché. Voilà. Mais en tout cas, si vous touchez tranquille, quoi. Consumers durable, comme on l'a dit, ça va être doucement, parce que bon, là, c'est surtout du Tesla, mais je dis pas non. Là, ici, c'est pareil, ça va être un range, donc c'est ni surpondéré, ni sous-pondéré. Ça devrait faire le job. Mais par contre, donc, on ne charge pas la mule trop rapidement et on fait attention aux dossiers sensibles comme Tesla. Consumer Services, à mon avis, pareil. Ça, c'est de très gros rebonds techniques à venir. Pour moi, ça, c'est surpondéré. Ça devrait tout à fait fonctionner sans aucun problème. Donc moi, je surpondère ces trucs-là. Mais encore une fois, attention au risque. Quand on parle comme PayPal de boîtes qui ont perdu 61 et 70% sur l'année, c'est peut-être quand même que le rebond va être costaud, mais qu'il ne faut pas viser un ATH, quoi. Hein, je rappelle que pour rattraper 61% de décote, il faut faire 300%. Donc, il faut vraiment faire attention. OK ?
Process Industries, pour moi, c'est vraiment à surpondérer, mais c'est un petit secteur, donc il faut faire attention. Et après, toutes les autres, secteur industriel, distribution, tout ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'est des secteurs qui peuvent être surpondérés, mais encore une fois, attention au market cap. Il faut quand même diversifier vos portefeuilles. Donc, si je résume, tout ça, c'est surpondéré, ok. Ça, c'est on tient tranquille, on évite ou on sous-pondère. C'est déjà bien, donc on reste neutre. On ne surpondère pas, on ne sous-pondère pas, mais ça ne va pas s'écrouler, normalement. Ça devrait être plutôt pas mal, donc on peut surpondérer, mais attention, c'est un peu risqué aussi. Donc surtout faites gaffe, si elles ont beaucoup baissé sur l'année, ça peut rebondir, mais n'envisagez pas des ATH. C'est plutôt range, mais elles ont été survendues et elles ont une valeur qui devrait tenir bien. Les utilities, pareil, c'est un peu comme Health Services. C'était pour moi la grosse thématique de l'année 2022-23. Donc on est déjà dedans. Attention, il y a des bons investissements à faire là-dedans, mais soyez pas trop gourmands. C'est vraiment, j'achète et je revends plusieurs fois dans l'année pour jouer des petits swings. Je ne fais pas de holding sur des utilities et Health Services, parce que ces boîtes, elles ont déjà très bien encaissé l'année dernière, qui était catastrophique pour la plupart des autres. Ok ? C'est hyper important. Production manufacturing, je ne vois pas trop à quoi ça servira dans le cycle actuel. Energy minerals, là encore une fois, les profits sont déjà stratosphériques sur l'année 2022. Donc putain, c'est pas maintenant qu'il faut se mettre dedans. Ok ? Donc si vous avez des trades en cours là-dessus, ce qui est le cas pour moi sur pas mal de trucs, on a déjà de très très gros gains ici, donc il ne faudra pas oublier d'encaisser quand on arrivera sur les zones de troisième borne du S&P 500. Prendre ses gains. Okay, on sait quand même que le modèle nous dit qu'on est dans le cycle des commodities, ce qui m'invite à penser qu'il y a encore des profits à faire dans le secteur énergie et minéraux, mais pas des profits genre to the moon. Ne vous mettez pas à trader ça comme des cryptos en pensant que ça va faire x20. Une grosse partie des profits sont déjà dedans. Donc pour moi, c'est toujours surpondéré, mais il fallait le faire avant. C'est de dire, le secteur énergie et minéraux, ce n'est pas maintenant qu'il faut rentrer dedans. Les prix sont déjà élevés, donc soit vous faites des suivis de tendance dessus, à plus court terme. Par contre, dès qu'on arrive sur les zones de troisième borne du S&P, arrêtez ce genre de conneries. Voilà, vraiment important. Consumers non-durable, pour moi, c'est vraiment à éviter. C'est des parties très cycliques. Donc, soit vous les jouez effectivement, comme on avait dit avec ça, c'est-à-dire plutôt à court terme, on ne fait pas de holding là-dessus. C'est pas j'achète maintenant, je revendrai en 2024. C'est plutôt je joue des cycles de marché en swing. Tout comme vous traderiez le S&P 500, comme on l'a dit, il faudra faire des allers-retours assez réguliers sur le S&P 500. Aucun problème avec les parties cycliques. Et pareil avec retail trade. Voilà. Pour moi, ces deux secteurs-là sont très cycliques. Donc, effectivement, les jouer dans l'environnement cyclique. Voilà pour faire un peu, entre guillemets, le délire. Et last but not least, pour ma part, peut-être pas tout de suite à court terme, mais parce que je pense que le secteur de la finance va surtout être révolutionné par les cryptos. Mais pour ceux qui ne sont pas crypto-friendly, qui ne veulent pas du tout les cryptos, le secteur financier, pour moi, c'est à remettre dans les portefeuilles en 2023, sans hésitation, avec le même horizon qu'on l'a dit, c'est-à-dire ça va tirer clairement jusqu'à 2024, mais pour moi, il y a vraiment des profits à faire là-dedans, dans les portefeuilles, sur le secteur financier. Pour ma part, l'exposition que j'ai sur les cryptos fait que je ne vais pas racheter des financières dans un portefeuille action. Mais pour ma part, voilà, je pense que le secteur financier, il y a une grosse reprise à faire en vue de la reflation. C'est-à-dire, après la stagflation qu'on va avoir, il va y avoir 1-2 ans de reflation dans lesquels les secteurs financiers vont être très attractifs. Donc pour moi, le secteur financier, ça va être le truc à mettre en portefeuille dans les années 2025-28. Donc, peut-être se préparer aujourd'hui sur des valeurs qui proposent des bas de range intéressants, etc. Donc, c'est peut-être se préparer aujourd'hui en vue de retrouver des structures plus haussières dans l'horizon suivant, c'est-à-dire le cycle suivant, plutôt 2025-28. Donc, éventuellement se préparer, donc je dirais oui, mais on sous-pondère aujourd'hui. Surtout parce qu'il y a d'autres trucs plus intéressants à surpondérer. Par contre, ça, je vous le dis dès aujourd'hui, 2025, ça va être surpondéré de ouf. Voilà. Pour le délire que j'ai à vous donner. Voilà, allez, surtout, c'est tout pour aujourd'hui, ça fait 1 heure, c'est long, mais comme ça, du coup, vous aurez eu 3 vidéos d'1 heure, une qui contextualise, mais carrément de A à Z, une qui vous montre les stratégies que je mets en place, ou en tout cas comment je les mets en place. Comme je vous dis, ne copiez pas bêtement ce que je fais, mais essayez de vous inspirer de la méthode qui a été utilisée. Et surtout, je vous en fais une dernière sur comment il faut structurer, à mon avis, les allocations de portefeuille et surtout les secteurs où il ne faut pas aller. Ou en tout cas, si vous y allez, allez-y clairement sous-pondéré parce que ça va être bruyant.
Voilà, en tout cas maintenant je pense que vous êtes correctement coaché pour toute l'année à venir et peut-être même le début de l'année prochaine. En attendant donc, d'ici là, c'est gratos, j'espère que vous êtes contents. Il y en a beaucoup qui vous feraient payer ça pour pas, pour pas grand chose. Moi au moins je vous le donne gratos et encore une fois, donc c'est pas un conseil en investissement, vous en faites ce que vous voulez. Je vous donne juste, moi, ma pondération. Ce que je pratique sur mon portefeuille, encore une fois, ce que je dis, c'est ce que je fais. Donc après, vous faites ce que vous voulez. C'est, encore une fois, essentiel de le rappeler, le but de ces émissions est putain, pas du tout que vous me copiez comme des débiles, mais juste que vous compreniez tout le mécanisme. D'accord ? Sinon, cette vidéo, elle se serait résumée en 5 minutes, je vous aurais dit vous surpondérez ci, vous faites ça, là, là. Ça c'est un conseil en investissement. Là, je viens de passer 1 heure à vous expliquer pourquoi j'arrive à ces conclusions. C'est là que se trouve la valeur de cette vidéo, dans la structure qui amène à la conclusion. Ne vous limitez pas à la conclusion, s'il vous plaît. Allez, ceci dit, ciao ciao.